Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer au cours sur les suites équivalentes. Alors c'est une notion assez compliquée en début de post-bac, parce qu'on y aborde des nouvelles notations, notamment les notations de Landau, hein, dont on va parler tout de suite pour pouvoir préparer justement cette fameuse définition des suites équivalentes. Donc la première chose dont on va parler ici, c'est la notion de suite négligeable, hein, devant une autre suite. On dit que UN, donc une suite, est négligeable devant une autre suite Vn si, à partir d'un certain rang, il existe une autre suite epsilon n tendant vers 0, telle que UN, c'est le produit Vn fois epsilon n. Alors epsilon sera toujours quelque chose qui tend vers 0. Donc on le précisera quand même rapidement, mais il faut bien garder ça en tête. Cette notation ici, ça sera toujours pour dire ici qu'on a face à nous une suite qui tend vers 0. Alors, évidemment, c'est une notion assez compliquée, parce que c'est une notion assez compliquée. Donc, à chaque fois, vous aurez UN qui est donc Vn fois epsilon n. Alors, l'idée, c'est qu'on va plutôt procéder par division la plupart du temps. Donc, évidemment, pour pouvoir diviser, il faut que Vn soit non nul. Donc, dans la pratique, si, donc, à partir d'un certain rang, qu'on ne cherche pas, d'accord, si à partir d'un certain rang, on s'assure juste qu'à un moment Vn sera non nul, eh bien, si à partir d'un certain rang, Vn est différent de 0, alors on dit que UN est négligeable devant Vn si UN sur Vn est égal à epsilon de n. Autrement dit, ça veut dire que UN sur Vn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc des suites équivalentes, globalement, quand Vn sera non nul à partir d'un certain temps, on va se ramener à une division, et donc à un quotient qui tend vers 0. Et on va utiliser une notation qui s'appelle la notation de Landau, c'est un mathématicien allemand, pour dire que UN est négligeable devant Vn, on écrira UN égale ici un petit o entre parenthèses Vn. Et on lira UN égale petit o de Vn. Autrement dit, Vn est négligeable, UN est négligeable devant Vn. D'accord? Et la notation petit o, on peut dire que ça vient du mot ordre. En fait, ici, UN est un petit ordre de Vn, autrement dit, UN est un petit ordre de grandeur par rapport à Vn. Donc c'est pour ça qu'ici UN est négligeable. D'accord? Alors, toujours, donc, il faut vraiment au départ se rappeler que quand on écrit UN égale Vn, alors c'est plutôt pour dire que UN appartient à l'ensemble des suites qui sont négligeables devant Vn. C'est une notation assez particulière ici, d'accord? Donc toujours garder en tête que UN égale petit o de Vn, ça signifie qu'il existe epsilon n tendant vers 0, tel que UN égale Vn multiplié par epsilon n. La manipulation des petits o, c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est vraiment quelque chose de très abstrait. On va en parler rapidement, mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment les équivalences. Mais le petit o, c'est quelque chose qui va revenir dans les chapitres ultérieurement, notamment dans les développements limités. Alors, les petits cas particuliers, si on fait le petit o de 1, qu'est-ce que ça signifie de dire que n égale un petit o de 1? Ça signifie donc qu'il existe une suite epsilon qui tend vers 0, telle que un égale justement une fois epsilon. Donc un égale epsilon. Autrement dit, quand on dit que un est un petit o de 1, ça équivaut à dire que la limite, donc en plus l'infini de un, est égale à 0. Alors toujours, c'est à partir d'un certain rang. C'est pour ça que nous, on s'intéresse aux limites, donc c'est pas important, pas gênant. Et donc ici, quand on a un petit o de 1, c'est qu'on a une suite qui tend vers 0. Alors des petits exemples. Si on prend n, c'est par exemple un petit o de n carré. Effectivement, alors ici, à partir d'un certain rang, n carré est non nul, on peut vérifier que n sur n carré tend bien vers 0, en plus l'infini, d'accord? Donc on a bien n qui est négligeable devant n carré. C'est normal d'ailleurs, n carré c'est une très grande valeur, et donc plus n est grand, plus, par rapport à n, n carré va être grand. Donc ici, on parle de relation donc de négligeabilité. Alors, ça veut dire qu'ici, pour toutes les puissances, n carré, lui, est un petit o de n cube, d'accord? Alors si on prend des inverses, si on prend 1 sur n carré, ça va beaucoup plus vers 0 que 1 sur n, et on aura 1 sur n carré qui est un petit o de 1 sur n. Alors pour en être bien sûr, vous regardez le quotient. 1 sur n carré divisé par 1 sur n, voilà. Ça fait donc n sur n carré, ça fait 1 sur n, et ça tend bien vers 0.
plus l'infini, donc 1 sur n carré, est bien négligeable devant 1 sur n. Ce qui concerne la suite, ici, quand vous écrivez 1 sur n carré égale petit o d'1 sur n, c'est vraiment une notation, ça veut dire que 1 sur n carré est dans l'ensemble des suites négligeables devant 1 sur n, et ça signifierait plus précisément ici qu'on peut écrire 1 sur n carré comme 1 sur n fois epsilon de n, avec epsilon de n qui tend vers 0. Alors, parfois, c'est facile de trouver epsilon de n. Ici, effectivement, 1 sur n carré, eh bien, vous pouvez écrire ça comme 1 sur n fois 1 sur n, et votre epsilon de n, c'est 1 sur n. 1 sur n, ici, vous voyez, c'est donc 1 sur n qui tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Quand on a, par exemple, n égale petit o de n carré, eh bien, ça veut dire qu'on peut écrire n comme n carré fois, ici, une suite epsilon n qui tend vers 0. Eh bien, c'est simple, il suffit de prendre 1 sur n, vous voyez, et ça tend bien vers 0. Voilà. Alors, on ne part pas toujours à la recherche de epsilon. L'important, et la plupart du temps, ça sera par un quotient, eh bien, on vérifie qu'on a un quotient qui tend vers 0. Alors, un cas qu'on ne voit jamais, c'est petit o de 0. Est-ce qu'on peut être un petit o de 0 ? Si dans la définition, vous prenez donc Vn nul à partir d'un certain rang, toujours à partir d'un certain rang, si Vn égale 0, alors la relation ici de négligeabilité, ça donnerait quoi ? Un serait égal à 0 fois epsilon n à partir d'un certain rang, c'est-à-dire que un serait égal à 0 à partir d'un certain rang. Donc pour ça qu'on n'en parle pas. Évidemment, quand une suite est nulle à partir d'un certain rang, la comparer, ça n'a pas d'intérêt. Donc ici, on ne parlera jamais de petit o de 0, puisque ça signifierait qu'à partir d'un certain rang, votre suite est toujours nulle. Et il faudra, alors, ça sera plus tard dans le chapitre, donc je répète, des développements unités, il faudra apprendre à gérer un petit peu les petits o. C'est un monde assez particulier, parce que si vous prenez un égale petit o de Vn et Wn égale petit o de Vn, eh bien la somme, étrangement, un plus Wn, c'est aussi un petit o de Vn. Vous voyez, on dit un petit o, parce que quand on a deux suites qui sont négligeables par rapport à Vn, eh bien la somme, elle aussi, est négligeable. Alors ça se montre très facilement, tout ça. Revenez à la définition avec les epsilon. À partir d'un certain rang, vous pourrez dire que n, c'est Vn fois une suite epsilon qui tend vers 0. Wn, c'est Vn fois une autre suite. Alors on est obligé de mettre une autre, epsilon prime. Voilà. Et quand vous faites la somme, vous voyez bien que un plus Vn, eh bien on va pouvoir factoriser par Vn, on pourra factoriser par Vn, et ça donnera epsilon n plus epsilon prime de n, et la somme tend effectivement vers 0. Donc la somme de deux petits o de Vn, c'est aussi un petit o de n. Vous voyez, c'est une des additions assez particulières, donc il faut s'en méfier. Règle 2, qu'on utilise assez peu dans les chapitres des suites équivalentes, mais si on a petit o de Vn, et qu'on le multiplie par un petit o de Wn, on obtient un petit o de Vn, Wn. Alors, ça c'est pareil, ça se montre très bien avec les suites. Ici avec les epsilon, vous faites ici des produits d'epsilon, le produit de deux suites qui tend vers 1, ça tend vers 1, donc ça ne pose pas de problème. Ça veut dire que si on a par exemple petit o de n, quelque chose qui est un petit o de n fois quelque chose qui est un petit o de n carré, vous obtiendrez une suite qui est négligeable devant n cube. Oui, donc c'est des petites choses qui serviront beaucoup dans les chapitres suivants. Et la règle 3, ici, eh bien, si on prend un comme an fois un petit o de Vn, eh bien on peut rentrer le n dedans. Ça équivaut à dire que un, c'est petit o de an Vn. Alors, dit comme ça peut paraître assez étrange, mais ça veut dire par exemple que si on a une suite qui a un petit o de n qu'on multiplie par n carré, on aura devant nous un petit o de n cube. Vous voyez, des choses comme ça qui se manipuleront très bien ultérieurement, encore une fois. Et si on prend le cas très particulier de n, une constante, si on prend n égale k fois donc Wn, et bien quand on multiplie un petit o par un nombre constant, et bien ça équivaut à dire que n est un petit o de Vn. Donc la multiplication par 2, par 3 des petits o ne change rien. Voilà donc un petit peu les règles de négligeabilité. Maintenant on s'attaque donc à la définition donc, des suites équivalentes. On dit que n est équivalente à Vn si à partir d'un certain rang il existe une suite epsilon n tendant vers 0. Vous voyez, ça commence pareil que pour la négligeabilité, mais ici, un sera Vn multiplié par 1 plus epsilon n. Autrement dit, eh bien, quand on considérera le quotient, si quand Vn sera non nul à partir d'un certain rang, eh bien, le quotient tendra vers 1 et non pas vers 0. Alors la notation, c'est qu'on va écrire un ici avec un symbole comme ceci.
pour l'instant, ça sera toujours en plus infini parce qu'on est chez les suites. Quand on passera aux fonctions, vous verrez qu'ici, on peut avoir des équivalents un peu partout. Et si Vn est différent de 0 à partir d'un certain temps, alors, eh bien, l'équivalence, elle se traduit par un quotient, donc qui tend ici vers 1. Donc les suites sont équivalentes si le quotient tend vers 1. Elles sont négligeables, l'une est négligeable devant l'autre si le quotient tend vers 0. D'accord? Et toujours évidemment en plus l'infini. Alors là, on va s'arrêter un petit peu sur cette définition. Alors, il y a plusieurs façons de la présenter. Alors, ici, on peut aussi développer. C'est-à-dire que UN, c'est donc Vn plus Vn epsilon n. Et ça, vous voyez, ça nous ramène à la définition de négligeabilité. Autrement dit, UN est égal à Vn plus un petit taux de Vn. Alors, c'est une façon de le présenter qui est un peu plus délicate, mais qui est exactement la même. On n'a pas le epsilon, d'accord? Important de bien comprendre. Ça veut dire qu'aussi, si on fait une soustraction, ça veut dire que la différence entre donc UN et Vn est un petit taux de Vn. Donc voilà les différentes façons de présenter. Alors toujours avec ce petit taux de N qui est une notation tout à fait abstraite, d'accord? Et quand vous êtes un petit peu perdu, vous revenez à la définition avec epsilon n, qui est ici finalement une vraie égalité, puisque epsilon n, c'est une suite qui tend vers 0, toujours. Alors que petit taux de N, finalement, ça représente une sorte d'ensemble de suites qui sont négligeables par rapport à Vn, enfin devant Vn. Pour être peut-être un peu plus complet, certains, en trouvant la définition, Vn multiplié par 1 plus petit taux de 1, effectivement. Petit taux de 1, eh bien c'est l'ensemble des suites qui sont négligeables devant 1. Et quand on est négligeable devant 1, si epsilon n est un petit taux de 1, ça signifie bien que donc epsilon s'écrit une fois une suite epsilon prime qui tend vers ici 0, donc ça veut dire que epsilon de n tend vers 0, d'accord? La question qu'on peut se poser, c'est le mot équivalente. Est-ce que ça a rapport avec ce qu'on appelle donc les relations d'équivalence? Alors on va regarder, est-ce que les suites équivalentes ont les propriétés des relations équivalentes, c'est-à-dire donc réflexivité, symétrie, transitivité. Donc première chose qu'on peut se poser, est-ce que UN est équivalent à UN? D'accord? Dans ce cas-là, alors on regarde. Donc est-ce qu'on peut trouver un epsilon n tel que UN égale UN fois, donc UN est égal à UN fois donc 1. Donc ici, effectivement, on a une suite, ici 1, qui tend donc vers 1. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on peut effectivement écrire UN comme UN fois 1 plus 0. 0, c'est en fait notre epsilon n qui tend bien vers 0. Donc, une suite, elle est équivalente à elle-même. D'accord? Si j'ai UN équivalent à Vn, est-ce que j'ai Vn équivalent à UN? Pareil, il faut se poser la question. Donc, UN équivalent à Vn, ça veut dire que UN s'écrit Vn fois plus, ici, je vais prendre epsilon de n. D'accord? À partir toujours, à partir d'un certain rang. Alors, on va transformer, tout simplement. Ici, donc, on va diviser par 1 plus epsilon. Ça veut dire qu'on a UN fois 1 sur 1 plus epsilon de n, qui est égal à Vn. Alors, on peut considérer qu'à partir d'un certain rang, ici, 1 sur 1 plus epsilon de n, eh bien, est ici, donc non nul. D'accord? Et à partir d'un certain rang, on peut diviser, parce que comme epsilon tend vers 0, à partir d'un certain rang, eh bien, 1 plus epsilon n sera forcément non nul, puisqu'on ici, on se rapprochera de 1. Ici, on a une suite ici qui tend vers 1, d'accord? Quand même tend vers plus, c'est infini. Donc si ça tend vers 1, mais ça s'écrit 1 plus une suite qui tend vers 0. Ça veut dire qu'ici, vous pouvez trouver une suite, alors ça sera epsilon prime, d'accord? D'accord, avec epsilon prime qui tend vers 0. Alors comment on trouve epsilon prime? C'est très simple. Ça, vous dites que c'est 1 plus epsilon prime de n, vous transformez, vous voyez bien que ça donne epsilon prime de n, qui vaut donc 1 sur 1 plus epsilon de n moins 1. Si vous mettez au même dénominateur, vous aurez ici donc moins epsilon de n sur 1 plus epsilon de n, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc, vous avez bien écrit Vn comme Un fois, ici, 1 plus une suite qui tend vers 0. Donc, on a bien Vn qui est équivalent à Vn. Donc, vous voyez qu'elle est réflexive.
est-ce qu'elle est transitive? Autrement dit, si j'ai un équivalent à Vn, si j'ai Vn équivalent à Wn, est-ce que j'ai Un qui est équivalent à Wn? Alors c'est assez simple, hein, mais c'est bien de regarder. Donc Un équivalent à Vn, ça veut dire que donc à partir d'un certain rang, hein, Un, donc ici, ça sera Vn multiplié par 1 plus epsilon de n. Pareil, Vn est équivalent à Wn, donc ça veut dire que Vn c'est Wn fois 1 plus epsilon prime de n. D'accord? Donc maintenant, bien regardez. Ici, si je mets la deuxième relation dans la première, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, Un s'écrit donc Vn, c'est-à-dire Wn fois 1 plus epsilon prime de n, fois 1 plus epsilon de n. Et ça, ben c'est une suite qui tend. Vous voyez, ça tend vers 1, donc ça peut s'écrire 1 plus epsilon seconde. Alors, si vous voulez, on peut l'écrire en développant tout simplement. J'obtiendrai 1 plus, ici, tout le reste, c'est-à-dire epsilon prime, n, epsilon n, plus ce produit epsilon prime, epsilon de n. Et ça, eh bien, c'est bien, oui, une suite qui tend vers 0. Donc j'ai bien écrit Un comme Vn fois 1 plus un petit taux ici de 1. Donc on a bien Un qui est équivalent à Wn. Ça veut dire que les suites équivalentes, hein, ça a les propriétés, hein, évidemment, des relations d'équivalence, c'est-à-dire symétrie, réflexivité, transitivité. Donc voilà pourquoi le nom n'est pas du tout usurpé. Et on se servira assez souvent de la transitivité. Hein, c'est-à-dire comme ça, on passe d'équivalent en équivalent assez rapidement. Alors une propriété qui peut être intéressante, hein, quand on a des sommes, hein, si on a donc Un, qui est un petit taux de Vn, autrement dit Un est négligeable devant Vn, eh bien, si on a ça, alors, quand on considère la somme, donc Vn plus Un, eh bien ça, c'est équivalent à Vn. Alors la démonstration, hein, bien, regardez, on prend Vn plus Un, d'accord? On sait donc que c'est Vn plus... Alors Un, c'est un petit taux de Vn, son Vn plus petit taux de Vn. Voilà. Alors, si vous êtes perdu, tout de suite, on revient à option. Donc il existe à partir d'un certain rang une suite epsilon n telle que ici, on associe avec epsilon n qui tend vers 0. D'accord? Il faut montrer que c'est équivalent à Vn. Alors comment on fait? Eh bien, pour montrer qu'on est équivalent à Vn, il faut montrer qu'on peut s'écrire, eh bien, Vn fois 1 plus epsilon de n. Donc ici, effectivement, mais vous faites Vn, facteur de 1 plus epsilon n, c'est exactement ici la définition d'équivalence. Donc ça veut dire qu'ici, quand on a une somme avec l'un des deux termes qui est négligeable devant l'autre, eh bien la somme est équivalente au terme le plus fort. Donc ici, on a effectivement Vn plus Un qui est équivalent à Vn. Exemple, eh bien, quand on a n carré plus 3n, eh bien ça équivaut directement à n carré. Et oui, parce que, effectivement, vous savez que n, c'est un petit taux de n carré. Donc 3n, on peut multiplier, 3n est aussi un petit taux de n carré. Ça, c'est les manipulations des petits taux. Donc vous voyez qu'ici, quand on a comme ça des polynômes, eh bien en plus infini, ils seront équivalents à leur terme de plus haut degré. On peut l'écrire comme ceci. On prend la somme de k raison n dA kxk avec an, donc le coefficient dominant non nul. Et bien ça, c'est équivalent à n xn, puisque toutes les puissances inférieures strictement à n sont négligeables devant x puissance n. Et donc, d'après ce qu'on vient de dire, on peut les négliger. On voit une règle qui est importante. Donc, c'est que dans un polynôme, donc, on va conserver dans les équivalents uniquement le terme dominant, le terme donc, de plus haut degré. Chose aussi importante, ici, quand on est équivalent à 0. Quelles sont les suites qui sont équivalentes à 0? Donc ici, traduisons. Quand est-ce qu'on peut dire que n est équivalent à 0? Bien, ça équivaut à dire qu'à partir d'un certain rang, il existe donc une suite epsilon, donc à partir d'un certain rang, il existe epsilon tendant vers 0, tel que Un s'écrit donc Vn, c'est-à-dire 0 fois 1 plus epsilon n. Ça veut dire qu'ici, ça fait 0. Donc, quand on dit qu'une suite est équivalente à 0, ça équivaut à dire qu'à partir d'un certain rang, elle est nulle. Donc attention, c'est pas parce qu'une suite tend vers 0 qu'elle est équivalente à 0. La plupart du temps, c'est tout à fait faux. Il faudrait que la suite soit nulle à partir d'un certain rang. Important cette chose-là. Donc, globalement, on ne va quasiment jamais dire qu'une suite est équivalente à 0. Donc, attention, limite égale à 0 n'implique pas Un équivalent à 0. C'est très, très important. D'accord? Par contre, si on prend limite de Un égale à L
avec L différente de 0, si on a une suite qui converge avec une limite différente de 0, alors, effectivement, on pourra dire que n est équivalent à L en plus 1, et c'est même une équivalence. Hein. Alors, comment on montre ça? C'est tout simple. Hein. Ici, puisque votre suite tend vers L, ça veut dire que ici, un s'écrit effectivement, hein, quand on fait un sur L, ça tend donc vers 1, puisqu'elle est différente de 0. D'accord? Ça veut dire qu'ici, quand on tend vers 1, eh bien, on peut l'écrire comme 1 plus une suite qui tend vers 0. Ça veut dire que un, et donc un sur L peut s'écrire donc 1 plus epsilon de n à partir d'un certain rang, toujours. Et donc en multipliant par L, on obtient un égale L plus L epsilon de n. Et donc on a bien un qui est équivalent à L. Dans l'autre sens, effectivement, si une suite est équivalente à une constante non nulle, eh bien, sa limite, c'est cette constante non nulle, hein, parce que ici, vous voyez, c'est une équivalence. Donc, hein, quand on a un qui est équivalent à L, ici, on peut passer à la limite. Hein, comme epsilon de n tend vers 0, il me reste limite de un égale à L. Donc, c'est important, quand une expression même va converger vers une limite non nulle, on peut prendre un équivalent très simple qui est justement cette limite non nulle. Propriété aussi, hein, si un est équivalent à Vn, plus l'infini, eh bien, un et Vn sont de même nature. Ça veut dire que, eh bien, si un converge, Vn converge, si un diverge, Vn diverge. Maintenant, comment manipuler les équivalents? Là, ça va être vraiment le plus important. Donc, on peut les multiplier et diviser à certaines conditions. Hein, et par contre, la plupart du temps, on ne peut pas les additionner, les ajouter, les soustraire et les composer. Hein. Donc, multiplier, ça veut dire quoi? Eh bien, si on prend un équivalent à Vn, si on prend, alors il me faut Wn équivalent à Tn, eh bien, dans ce cas-là, on peut multiplier le produit un Wn sera équivalent au produit Vn Tn. Toujours tout ça en plus l'infini, bien sûr. Donc ça ne pose aucun souci. Exemple. Par exemple, n carré plus 2 est équivalent à n carré. N moins 1 est équivalent à n. Toujours on précise, plus l'infini. Et bien, quand je fais le produit, n carré plus 2 fois n moins 1, eh bien, vous pouvez dire tout de suite c'est équivalent à n carré fois n, c'est-à-dire à n cube. Vous voyez, ça peut être très pratique. Et si W et Tn sont différents de 0 à partir d'un certain rang, on pourra aussi faire la division, c'est-à-dire un sur Wn sera équivalent en plus l'infini à Vn sur Tn. Vous voyez, ça peut être très pratique. Alors, des exemples, hein, on peut prendre des exemples simples. n carré plus 1 est équivalent donc à n carré en plus l'infini. D'accord? Vous pouvez prendre par exemple racine carrée de n moins 1 sur n équivalent plus l'infini à racine carrée de n. Eh bien, vous pouvez faire le quotient. Puisque racine carrée de 1 sur n à partir d'un certain rang, ça sera non nul. Racine de n aussi. Donc ici, eh bien, vous aurez ce genre de possibilité. Vous pourrez donc dire que c'est équivalent tout de suite à n carré sur racine de n. Donc ça peut être vraiment très pratique dès qu'on a des quotients. Donc on va s'en servir aussi quand on a donc des fonctions rationnelles. On a parlé des polynômes. Eh bien, fonction rationnelle, ça donne quoi? Eh bien, si on prend donc quotient de deux polynômes, avec les quotients du nom an et bm, degré du haut c'est n, degré du bas c'est m, eh bien c'est équivalent au quotient des termes de pur degré, c'est-à-dire an sur bm fois x puissance n-m. D'accord? Donc ça est très très pratique aussi. Ça permet comme ça d'avoir des limites, hein, d'accord, très rapidement, puisqu'on sait eh bien, que cette fonction rationnelle aura la même nature que ce rapport très simple ici. Et donc ça permet d'avoir directement les limites des fonctions rationnelles. Et vous l'aurez bien compris, j'espère, c'est que finalement la recherche d'équivalent, ça a plusieurs intérêts, mais ça a l'intérêt de pouvoir trouver la limite. Hein. Quand vous trouvez la limite de l'équivalent, on a dit, comme elles ont même nature, bien vous trouvez la limite de l'autre. Ça c'est très rapide, très pratique. Alors maintenant, on ne peut pas, j'ai dit, additionner ou composer. La plupart du temps, hein, ça peut marcher de temps en temps, mais hein, ce n'est pas une règle, et donc on va éviter de le faire. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas additionner et composer? Pour montrer qu'on ne peut pas, la plupart des cas additionner, exemple très simple, n carré plus n est équivalent à n carré plus 1 sur n. Hein. D'accord? C'est évident. Vous faites le quotient, de toute façon, ça sera équivalent du n carré sur n carré. Ensuite, moins n carré est équivalent à moins n carré, on l'a dit. Hein. Donc l'équivalence ici, hein, c'est symétrique, donc on peut. Et donc si j'ajoute tout ça, bien à gauche, qu'est-ce qu'il me reste? N. Et à droite, il me reste 1 sur n. Ça veut bien que ici, hein, n n'est pas équivalent à sur n, d'accord?
Donc, vous voyez, un exemple très simple. Hein. Parce que quand on fait des équivalents, ici, il y a une petite partie qu'on néglige par rapport à n carré. Mais les parties qu'on néglige ne sont pas forcément entre elles équivalentes. Vous voyez, n et 1 sur n ne sont pas du tout équivalentes. Et ça, quand on fait les soustractions, ça peut justement enlever les parties dominantes, les n carrés, et laisser que les parties qu'on a négligées, qui entre elles ne sont pas forcément équivalentes. Or, si on veut faire avec la définition, juste regardez, un est équivalent à vn. Donc ça, je traduis à partir d'un certain rang, un s'écrit Vn plus Vn epsilon de n. Si je prends donc Wn équivalent à Tn, eh bien ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, Wn c'est donc Tn plus Tn epsilon prime de n. Donc epsilon de n tend vers 0, epsilon prime de n tend vers 0. Eh bien si j'ajoute, j'obtiens Un plus Wn, j'ai bien Vn plus Tn, mais ce qu'il me reste ici, c'est Vn epsilon de n plus Tn epsilon prime de n. Et ça, eh bien, pour que n plus n et Vn plus n soient équivalents, il faudrait que, ici, eh bien, cette somme-là puisse se mettre sous la forme Vn plus Tn fois une suite epsilon prime prime qui tend vers 0. Et ça, eh bien, ça n'est pas. Hein, et le passage ici, eh bien, vous n'y arriverez pas forcément. Ça dépendra des cas et donc on ne peut pas, dans la plupart du temps, additionner des équivalents parce que vous n'aurez pas cette possibilité-là ici. D'accord? Autre exemple, si vous cherchez un équivalent de racine de n plus 1, mon racine de n, eh bien ici, racine de n plus 1 en plus l'infini, c'est équivalent à racine de n. Donc si ici, eh bien, vous faites assez simplement la différence des deux équivalents, vous aurez 0. Et ça n'est pas du tout équivalent à 0. Équivalent à 0, ça voudrait dire qu'à partir d'un certain rang, c'est égal à 0. Et ça, c'est tout à fait faux. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas, comme ça, ajouter ou saucer les équivalents. Hein, et donc, il faudra trouver d'autres moyens pour faire ceci. Par exemple, on va passer à l'expression conjuguée. Hein, et on va se ramener à, ici, un plus. Alors là, par contre, ici, eh bien, l'équivalent de ceci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça sera, cette fois-ci, c'est 2 fois racine de n. C'est la somme des équivalents. Parfois, vous voyez, ça va marcher. Parfois, ça ne marchera pas. Donc, on ne le fait la plupart du temps jamais. On se débrouille autrement. Pour montrer ça, c'est tout simple. On va factoriser ici par racine de n dans les deux. Donc, j'aurai ici une racine de 1 plus 1 sur n. Voilà. Plus, donc, racine de n, donc plus 1. Ensuite, on montre que cette parenthèse tend vers 2. Donc, quand quelque chose tend vers 2, il est équivalent à 2. Ça veut dire qu'ici, on va plutôt raisonner par produit. Ça tend vers 2, donc vous avez bien compris que racine de 1 plus 1 sur n plus 1 est équivalent à 2 en plus l'infini. La propriété que je vous avais donnée, quand une limite est non nulle, mais votre expression elle est équivalente à cette limite. Donc là, on a le deuxième facteur qui est équivalent à 2. Donc ça, c'est équivalent à racine de n fois 2. Donc on tombe bien sur 2 racines n. Mais on n'a pas fait d'addition d'équivalent. Oui. On a contourné le problème, factorisé, trouvé une limite qui vaut 2. Donc intéressant et important de bien comprendre ça. La composition. Alors, le plus emblématique, c'est l'exponentielle. On a par exemple n carré plus n est équivalent à n carré. Et bien, si je regarde ici les exponentielles, exponentielle de n carré plus n. Si je le divise par exponentielle de n carré, je peux, c'est non nul. Il me reste quoi? Il me reste exponentielle de n qui ne tend pas du tout vers 1, d'accord? En plus l'infini. Donc ça veut dire que j'ai n carré plus n est équivalent à n carré, mais je n'ai pas exponentielle de n carré plus n qui est équivalent à exponentielle de n carré. Donc on ne peut pas composer par exponentielle, vous voyez? Ça ne marche pas. On vient d'exhiber un contre-exemple. Alors, ça marche dans un cas, situation particulière. Cette situation, elle se démontre assez simplement. Si on prend, eh bien, un moins vn tend vers 0, et bien là, exponentielle de n sera bien équivalent à exponentielle de Vn. Donc on peut composer par exponentielle quand la différence des deux suites tend vers 0. Ça peut être utile, ça se démontre bien. Mais voilà, voilà la condition pour pouvoir composer par l'exponentielle. Intéressons-nous au logarithme. 1 plus 1 sur n est équivalent à 1, d'accord? Si je regarde ln de 1 plus 1 sur n, eh bien on peut démontrer, c'est simplement, on en parlera juste après, que ça c'est équivalent en plus infini à 1 sur n, d'accord? Eh bien si on pouvait composer par le logarithme, on aurait ln de 1 plus 1 sur n,
qui serait équivalent à ln de 1, d'accord? Qui serait équivalent à 0. Équivalent à 0, ça signifierait qu'à partir d'un certain temps, c'est toujours nul. Et ça, on sait que c'est faux. D'accord? Donc ici, ln de 1 plus 1 sur n n'est pas équivalent à ln. Donc on ne peut pas non plus, vous voyez, dans la plupart des cas, composer par ln sans réfléchir. Là, ça ne marche pas. D'accord? Donc, les conditions pour que ça marche se démontrent. Il faut que un soit équivalent à n, que la limite, les deux limites ici, soient différentes de 1. C'est-à-dire que la limite de n doit être différente de 1. De toute façon, si la limite de n est différente de 1, la limite de n est différente de 1, puisqu'on a dit qu'elles étaient de même nature. Et dans ce cas-là, eh bien, vous pourrez passer et dire que le logarithme de un est équivalent plus l'infini au logarithme de n. Évidemment, à condition que vos suites soient positives. Ça, c'est évidemment implicite. D'accord? Avec un strictement positif à partir d'un certain rang. Et comme elles sont équivalentes, eh bien, on aura aussi Vn positif strictement à partir d'un certain rang. Donc ça, on sait moins à savoir par cœur. Il vaut mieux des fois se débrouiller autrement qu'utiliser ce genre de propriété. Ou alors, il faut vraiment apprendre à la démontrer. Et ça peut faire même l'objet d'un exercice. Voilà. Donc, je répète, on peut multiplier et diviser sans aucun problème les équivalents. Et on ne les additionne pas, on ne les compose pas. Alors, on peut apprendre les propriétés par cœur pour l'exponentielle, pour le logarithme, mais la plupart des cas, on va éviter. Alors, il y a aussi un certain nombre d'équivalents qu'il faut connaître, justement, pour éviter ce genre d'erreur. C'est les équivalents de référence. Les plus importants. Alors, plus important qui peut servir en physique. Alors, les équivalents de référence, pardon, excusez-moi, sont toujours donnés avec, donc si la limite de un est égale à 0, on les donne toujours avec une suite un qui tend vers 0. Ça, c'est très très important. C'est pas même le plus important d'ailleurs. Et dans ces cas-là, eh bien, qu'est-ce qu'on pourra dire? Chose assez pratique, quand on a de la trigonométrie, par exemple en physique, un sinus de un, c'est équivalent à un. Ça, vous avez le droit de dire ça. Vous avez le droit aussi de dire que exponentielle de un moins 1 est équivalent à un. Oui, ça peut être très pratique. Donc, quand vous avez des exponentielles, vous essayez avec dedans que ça tend vers 0, il faut essayer de se ramener avec exponentielle moins 1, et vous pourrez comme ça faire un équivalent simple. Ensuite, j'ai parlé du sinus, il y en existe un avec le cosinus. C'est 1 moins cosinus un est équivalent plus l'infini à un carré sur 2, ou 1 demi de un carré. Alors j'aurais pu parler de la tangente aussi, mais je vais vous le démontrer. Par exemple, tangente de un. Alors, vous savez que c'est donc sinus un sur cosinus un. Alors, si un tend vers 0, ça veut dire que cosinus un tend vers 1. Donc, comme cosinus un tend vers 1, cosinus un est équivalent à 1. Donc, le dénominateur est équivalent à 1. Le numérateur, lui, vous voyez, il est équivalent à un, on vient de le dire. Le dénominateur est équivalent à 1. Donc, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, cos un est différent de 0, je peux utiliser un quotient, donc tangente un est équivalent donc à sinus un qui est équivalent à un. Vous voyez, comme ça, on utilise les propriétés. Alors, j'ai parlé de l'exponentielle, on va parler aussi du logarithme. Il y en a une avec le logarithme, c'est ln de 1 plus un équivalent à un. Ça aussi très, très important. Et si on a besoin de racine carrée ou de puissance, eh bien, en prenant un nombre alpha, donc différent de 0, eh bien, 1 plus donc un à la puissance alpha moins 1 est équivalent à alpha un. Et ça, donc, toujours en plus l'infini. Vous voyez, ça peut être vraiment tout ça très utile pour justement se débarrasser d'exponentielle, de logarithme, de sinus, de tangente ou de racine carrée. Tant qu'on est dans les équivalents connus, il y en a un qui est très très important, que l'on doit à Stirling, donc cette fameuse formule de Stirling, qui dit que, eh bien, n factoriel, c'est équivalent plus l'infini à donc racine de 2pi n multiplié donc par n sur e puissance n. D'accord? Ou alors, vous pouvez l'écrire autrement, n puissance n, le tout sur e puissance n. Voilà. Ça peut être très utile quand on est face à du factoriel. Et je finirai par un exemple célèbre. 1 plus 1 sur n puissance n. Alors tout d'abord, ici l'exposant Cn, il dépend
de n, donc vous ne pouvez pas utiliser la formule 1 plus n puissance alpha à moins 1. Donc là, quand on a ceci avec des puissances n, on repasse à une notation exponentielle. E de n, ln de 1 plus 1 sur n. Alors attention, parce qu'on a de l'exponentielle, on ne va pas composer. On va d'abord s'occuper du haut, et regarder ce que fait n ln de 1 plus 1 sur n. Alors, ce qu'on peut dire par contre assez rapidement, c'est que ln de 1 plus 1 sur n, c'est équivalent à 1 sur n tend vers 0, c'est donc équivalent à 1 sur n. C'est la formule ln de 1 plus un équivalent à un, avec un qui tend vers 0. Ça veut dire qu'en haut, eh bien, n fois ln de 1 plus 1 sur n, on peut multiplier, c'est équivalent à n fois 1 sur n, c'est donc équivalent à 1. Et quand c'est équivalent à 1, ça veut dire que ça tend vers 1. D'accord? Donc, ça veut dire que exponentielle n ln de n plus 1 sur n, donc tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc tend vers E, E1, donc tend vers E. Ça veut dire que limite de un est égale à E. Et je l'ai dit, quand on a une suite qui tend vers une limite non nulle, elle est équivalente. Donc un est équivalent plus infini à E. Vous voyez, ça veut dire qu'aussi, portant la limite de cette suite, c'est donc E. Vous voyez comment on peut utiliser comme ça les équivalents. Et pour ceux vraiment qui veulent progresser, il n'y a pas de secret, il faut faire des exercices, alors soit des livres, tout ce que vous voulez. Alors si ça intéresse certains, j'ai fait quelques vidéos sur le thème, je mets le fichier avec les liens donc en commentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.